Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par l'intimité des personnes hautement sensibles. Je m'appelle Sophie, je suis coach certifiée, thérapeute de couple, sexologue et auteure de 4 livres, dont le livre Hypersensible mode d'emploi que vous retrouverez sur mon site dubonheurembarque.com et dans toutes les librairies. J'accompagne les personnes sensibles, mais pas que, adultes, ados et enfants qui veulent comprendre leurs émotions et leur mode d'emploi, s'épanouir dans leurs relations amoureuses et sexuelles et trouver leur place dans leur vie professionnelle. Depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible et que je me pose trop de questions. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets favoris et qu'on ne va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener une fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte du Bonheur en Barre sur Instagram, Pinterest ou sur le blog. Je vous partage régulièrement des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet que l'on aborde vraiment très souvent en consultation de thérapie de couple, c'est le sujet des disputes et des conflits dans le couple. Donc l'idée de l'épisode, c'est vraiment de pouvoir vous donner des clés pour comprendre d'où viennent les disputes et pour voir aussi quels sont les comportements qui vont faire que la dispute, elle augmente et que ça monte dans les tours. Et puis pour vous aider à désamorcer un peu toutes ces situations. Les disputes de couple, il y en a dans quasiment tous les couples, même les couples qui vont bien. Un couple qui se dispute, c'est pas forcément un couple qui va mal, dans le sens où le but d'une dispute de couple, c'est, oui, parce qu'il y a un but, c'est surtout de pouvoir exprimer les besoins de chacun ou l'inconfort de l'un et l'inconfort de l'autre, enfin voilà, de pouvoir rééquilibrer le couple et que chacun puisse exprimer ses émotions, ses ressentis, ses besoins, ses désirs. C'est vraiment là-dessus que la dispute, elle peut être intéressante. La dispute, quand elle monte dans les tours et que chacun surenchérit sur l'autre, là, elle est pas intéressante. Mais quand on sent qu'à un moment donné, il y a une dispute qui part, on va pouvoir se dire, en fait, derrière chaque dispute, il y a quand même un message, que ce soit je me sens pas écoutée, que ce soit je me sens pas considérée, que ce soit je suis épuisée, j'ai l'impression de tout faire, etc. Il y a quelque chose qui ressort et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous aider à prendre en compte. Déjà, au risque de vous décevoir, j'ai envie de tout de suite casser l'ambiance en disant qu'il y a 69% des conflits dans les relations de couple qui sont insolubles. Là, vous allez me dire, mais comment font les couples heureux s'ils n'arrivent pas à résoudre leurs conflits? Et en fait, tout simplement, ils vont accepter de vivre avec des désaccords. Là où les couples malheureux vont plutôt chercher à imposer leur point de vue. Si je donne un exemple, j'ai déjà rencontré des couples où les deux partenaires n'ont pas les mêmes idées politiques. L'un va voter à gauche, l'autre va voter à droite. Dans un couple heureux, chaque partenaire va respecter l'opinion de l'autre sans chercher à imposer le sien. Pourquoi pas discuter, chacun de leur point de vue, mais il n'y en a aucun qui veut que l'autre change d'avis. Dans un couple malheureux, justement, il y en a un qui va essayer de faire en sorte que l'autre change d'avis. Et ça, c'est pas forcément la bonne méthode. J'aime beaucoup aussi l'approche d'Yvon Dallaire, qui est un psychologue et sexologue canadien dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode Passion ou amour, faut-il choisir, et auprès de qui j'ai eu la chance de me former. Donc Yvon Dallaire, il dit que le couple, c'est vraiment un creuset pour générer des crises qu'il faut apprendre à gérer et non pas à solutionner. Justement parce qu'il savait aussi que 69% des conflits dans le couple sont insolubles. Du coup, je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre quels sont les problèmes solubles et quels sont les problèmes insolubles. Le choix d'un film pour une soirée. On peut choisir le film que on préfère ou le film que notre partenaire préfère. Globalement, ça, c'est soluble. On peut même dire ce soir, on regarde ton préféré, demain, on regarde mon préféré, etc., etc. En revanche, il y a d'autres sujets comme la sécurité financière,
comme la parentalité ou si on a une vision de l'éducation bien spécifique, où on peut ne pas être en accord avec l'autre. Et du coup, vraiment, ce que je constate, c'est que les couples heureux sur du long terme vont plutôt trouver des ententes gagnant-gagnant et traverser les moments qui sont difficiles. Mais ils vont vraiment à aucun moment essayer de faire changer l'autre ou d'imposer son propre point de vue. Maintenant, j'ai envie qu'on aille un peu voir l'anatomie vraiment d'une dispute pour que vous puissiez comprendre quel type de communication vont desservir le couple. Généralement, quand on se dispute avec son partenaire, on va plutôt attribuer la responsabilité du problème à l'autre. C'est beaucoup plus simple. C'est de sa faute. Et parfois aussi, on veut corriger ses erreurs en cherchant à changer l'autre. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple sur le papier parce que l'autre résiste. Forcément, l'autre n'a pas envie de changer. Et du coup, dans un conflit, on va avoir aussi tendance à prendre le rôle de la victime. Et du coup, si nous, on est la victime du conflit, bah forcément, notre partenaire, lui, c'est le méchant. Et lui va faire aussi la même chose pour votre partenaire dans le conflit. Il ou elle sera la victime et vous serez la méchante. Donc là, il y a vraiment déjà des rôles qui se mettent en place. Et John Gottman, qui est chercheur en psychologie relationnelle et qui a écrit plusieurs livres, lui, il a identifié 4 types de communication qui peuvent justement abîmer un peu la santé du couple. Donc on va aller voir en détail ces 4 types de communication. Il y aura la critique, le mépris, la contre-attaque et la dérobade. Dans le jargon des thérapeutes de couple, on appelle ça les 4 cavaliers de l'apocalypse. En fait, c'est vraiment, j'aime bien les imaginer comme des cartes. Et souvent, quand il y a une première carte qui est sortie, eh ben, il y a la deuxième qui arrive, puis la troisième, puis la quatrième, puis après les cartes, elles s'accumulent les unes sur les autres et le conflit, il part vraiment très fort. Donc j'ai vraiment envie de vous apprendre à reconnaître ces 4 cavaliers de l'apocalypse pour qu'à tout moment, quand vous sentiez qu'il y en a un, vous puissiez désamorcer par des techniques qu'on verra justement plus tard. Je vous ai dit que le premier cavalier de l'apocalypse, c'est le reproche ou la critique. Alors, souvent, le reproche ou la critique, c'est quelque chose qu'on va exprimer un peu brutalement et qui va provoquer forcément une tension immédiate chez la personne qui fait le reproche ou la critique, mais aussi et surtout chez la personne qui la reçoit. Et quelle est la différence entre la critique et le reproche? Alors, la critique, ça va vraiment être dirigé vers la personne elle-même, là où le reproche, c'est plutôt vers le comportement. Par exemple, si je dis à quelqu'un, tu es arrivé en retard, c'est un reproche. Si je lui dis, on peut vraiment jamais te faire confiance, t'es incapable d'arriver à l'heure, là, je suis dans la critique. Dans votre couple, je vous inviterai à éviter au max les critiques et les reproches, mais si vraiment, vraiment, vraiment vous devez en choisir un, ne faites jamais de critique. Plutôt un reproche parce que c'est sur le comportement et non sur la personne elle-même. Donc, c'est pas que c'est plus facile à recevoir, mais ça peut laisser quand même un peu moins de traces. Et très souvent, après une critique ou un reproche, eh ben forcément, on a la personne qui va essayer de se défendre ou de contre-attaquer et qui va sortir un autre des 4 cavaliers de l'apocalypse. Derrière, on peut avoir justement le mépris. Le mépris, ça peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être des paroles dénigrantes, une phrase un peu ironique, une insulte, une moquerie, ou ça peut être aussi des comportements qui vont être non-verbaux, comme lever les yeux au ciel, soupirer, ricaner, grimacer, lancer un peu un regard noir, tirer la langue, comme savent très bien le faire les enfants dans ces cas-là. Quand on utilise le mépris, consciemment ou inconsciemment, parce que je pense qu'il y a plein de choses quand même qui se font de manière très automatique, on cherche en fait à se sentir un peu supérieur à son partenaire en le faisant lui se sentir rabaissé, coupable ou en tort ou inutile. Donc on veut vraiment se positionner un peu au-dessus de lui ou d'elle. Et très souvent aussi, le mépris, il va être accompagné de pensées négatives qu'on peut avoir accumulées envers son partenaire. Et alors, s'il y a un reproche plus mépris derrière, bah, on l'a toujours dit, la meilleure défense, c'est l'attaque, même si je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Mais du coup, derrière, on va avoir une contre-attaque. Une contre-attaque avec une critique méprisante. Une contre-attaque où on va vraiment chercher à se défendre en disant bah en fait non, c'est toi qui exagères, t'es vraiment trop susceptible, trop fragile, sensible, t'en fais trop, tu compliques toujours tout. Pourquoi tu reviens encore et encore là-dessus? Pourquoi tu ressors toujours les vieux dossiers? Et la contre-attaque vraiment, elle apporte rien de constructif, elle fait plutôt qu'envenimer la situation.
l'objectif de la contre-attaque à ce moment-là, c'est vraiment de gagner la dispute. Sauf que j'aime bien dire que quand l'un des deux partenaires gagne, bah, c'est le couple qui perd. C'est le couple et la relation qui perd. Et le dernier des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est la dérobade. Donc quand la dispute, elle devient trop intense, l'un des partenaires va choisir de s'éloigner, soit en restant silencieux, et du coup il va clore le conflit, soit il va partir, il va quitter la pièce. Très souvent, c'est une attitude qui va frustrer l'autre partenaire, qui va avoir l'impression de parler dans le vide. Ça va aussi peut-être lui donner une autre raison de critiquer. Sauf que, en fait, il y en a un qui se referme parce que l'autre critique, et l'autre critique parce que le premier se renferme. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Pour synthétiser, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, donc comme je vous ai dit, le reproche et la critique, le mépris, la contre-attaque et la dérobade ou la fuite. Et vraiment, j'ai envie de vous alerter là-dessus. N'hésitez pas dans vos interactions quotidiennes avec votre partenaire à repérer le plus tôt possible quand il y a un de ces 4 comportements. Et très souvent, vous verrez que s'il y en a un, il y en a peut-être 2, il y en a peut-être 3, et de les stopper à tout moment. Et vous pouvez les stopper de plein de manières que ce soit. Et dans l'épisode prochain, justement, je vous aiderai à savoir comment désamorcer ce type de conflit. Mais déjà, même si vous n'avez pas les clés là dans cet épisode, parce que j'ai encore envie de vous dire plein de choses par rapport au conflit, n'hésitez pas à dire « Attends, j'ai entendu un épisode de podcast, là on est dans quelque chose qui va partir en escalade de reproches, de critiques, et ça va être complètement contre-productif. Donc on stoppe la discussion là, à l'instant T, avant que tous les deux on soit énervés, et puis on en reparle dès qu'on peut. » J'aime beaucoup la phrase de David Lake qui dit « Si tu traites tes amis comme tu traites ton partenaire, ils ne te parleront plus. Mais si tu traites ton ou ta partenaire comme un ami, quel bonheur vous allez connaître. » J'aime beaucoup cette phrase parce que je la trouve très juste. J'ai pu l'observer autant dans mes couples que dans les couples que j'accompagne, que dans mes couples d'amis. On ne parle pas à son partenaire ou à sa partenaire comme on parle à ses amis. Pourquoi ? Je dirais parce que parfois on n'a pas envie de mettre les formes, parce qu'on n'a pas envie de s'adapter quand on est avec la personne qu'on connaît le plus, parce qu'on a la flemme, parce qu'on est énervé et qu'on n'a pas peur aussi de dire qu'on est énervé. Ça peut être vraiment pour plein de raisons. Mais je pense que cette phrase est vraiment intéressante dans le sens où ça peut valoir le coup d'essayer de traiter son partenaire ou sa partenaire comme on traiterait ses amis. Juste pour voir s'il y a une diff. Et s'il y en a une, qu'est-ce que ça engendre derrière ? Est-ce que c'est beaucoup plus agréable ou pas ? Ou au contraire, est-ce que c'est plus inconfortable ? Je pense réellement que la manière dont on a de se parler a un réel impact sur le bien-être du couple. Je reprends encore une des phrases d'Yvon Dallaire, mais lui, il parle de communication merdique versus de communication florale. Donc là, dans ce podcast, j'ai envie de vous aider à transformer une communication qui peut ne pas être très bonne, très valorisante, en communication justement qui va être valorisante, encourageante pour votre partenaire. En fait, plus on va utiliser du mépris, plus on va nous répondre avec du mépris. Du coup, moi, j'invite vraiment tous les couples à cultiver des comportements et des paroles qui vont être valorisantes envers leur partenaire, que ce soit des marques d'attention, des marques de tendresse, de l'écoute, de l'empathie, de la compassion. Tout ça va amener encore plus de compliments, d'empathie, de valorisation, de compassion en retour. Mais si vous traitez mal votre partenaire, il ou elle vous traitera mal aussi. Et pour vous donner un exemple, plutôt que de dire on fait jamais rien ensemble, où là, le partenaire va se sentir forcément attaqué, c'est plutôt pas mal de dire tu te rappelles le ciné qu'on a fait il y a un mois ? Moi j'aime vraiment ça quand on passe du temps ensemble. Ça te dirait qu'on y retourne. Et là tout de suite, on a valorisé quelque chose, c'était trop chouette qu'on ait fait ça, ça te dit qu'on recommence, et du coup on implique le partenaire. Mais à aucun moment on le dévalorise. C'est vraiment faire attention à ce qu'on dit pour préserver la relation. Ce que je remarque, c'est que derrière chaque reproche ou derrière chaque critique, il y a en réalité une émotion, un ressenti fort qui n'est pas exprimé. Que ce soit de la déception, de la colère, de la frustration, de la culpabilité, elle n'est pas exprimée, c'est juste la critique qui ressort. Quand je dis à l'autre « t'es toujours en retard », en fait, j'exprime pas que j'ai été hyper inquiète parce que je me suis demandé s'il était arrivé quelque chose. J'exprime pas que je me sens pas totalement respectée parce que on s'était dit qu'on se retrouvait à 17h. Moi, j'ai tout fait pour finir hyper tôt du taf,
j'en sais rien, m'occuper des enfants, etc. et être là à l'heure au rendez-vous, et toi non. Donc j'ai l'impression de pas être importante. Ça, c'est pas exprimé. Pourtant, ça serait peut-être plus efficace d'exprimer l'émotion plutôt que le reproche. Sachant que l'émotion, c'est vraiment comme un message de notre cerveau qui indique que un de nos besoins est satisfait quand on ressent de la joie ou insatisfait quand on ressent par exemple de la peur, de la tristesse, de la colère, de la culpabilité. Et vraiment, je vous invite à exprimer votre besoin plutôt que d'attaquer l'autre. C'est pour ça qu'en communication non violente, on propose souvent de parler en je. Il y a une phrase aussi qui dit qu'il ne faut pas utiliser le tu qui tue. En soi, le tu tue s'il y a quelque chose de mal derrière. Mais si on dit tu es beau, le tu ne tue pas du tout. Et pour vous donner un autre exemple de comment exprimer le besoin derrière, derrière le reproche « on ne fait jamais rien ensemble » ou « t'es jamais dispo pour moi », le besoin, c'est plutôt de partager du temps de qualité. Mais si on dit au partenaire « on ne fait jamais rien ensemble », il va se sentir attaqué. Moi, personnellement, si on me dit ça, je me sens attaquée. Me sentant attaquée, j'ai pas la possibilité de décoder le besoin de l'autre parce que je suis tout de suite en train de préparer ma défense, que ce soit en contre-attaquant, en fuyant ou en méprisant l'autre. Sauf que si ma partenaire me dit j'apprécie trop les moments qu'on partage ensemble, est-ce qu'on peut recommencer cet après-midi? Je me sens valorisée, je me sens à l'égal de mon partenaire, je me sens sécurisée parce que je me dis que mon partenaire apprécie ma compagnie et du coup, je suis beaucoup plus motivée à l'idée de passer du temps avec lui. On a souvent tendance à oublier que notre partenaire ne nous veut pas du mal, sauf vraiment en cas de relation toxique, en cas de relation avec des personnes violentes. Là, bien sûr que c'est totalement différent, mais fort heureusement, c'est pas la majorité des situations. Donc, si vous n'êtes pas dans un couple toxique, si vous n'êtes pas dans un couple avec une personne qui est violente, que ce soit physiquement, verbalement, sexuellement, n'oubliez pas que votre partenaire, à la base, est rempli de bonne foi et de bienveillance. Et donc, quand il réagit dans un conflit, c'est pas contre vous. C'est avant tout pour lui parce qu'il se sent attaqué. En formation, on a aussi vu que, en fait, souvent, les disputes, elles viennent pas forcément d'un problème de communication. Et je le perçois vraiment lors des consultations parce que, en fait, la communication, déjà, elle nous permet de nous disputer. Alors, peut-être que c'est pas une bonne communication. Ça, oui, il y a des fois, c'est ça. Mais des fois, le problème, c'est pas ça. Des fois, le problème, c'est plutôt un problème de consensus. On n'est pas d'accord. Ne pas être d'accord, c'est pas un problème de communication. Parce que comme je vous disais, c'est vraiment grâce à la communication qu'on va se rendre compte qu'on n'est pas d'accord. Donc moi, je dis que quand c'est dans ces situations-là, c'est pas un problème de com, c'est un problème de consensus. Parfois aussi, comme on l'a vu plus haut, c'est pas un problème de com, c'est un problème de contenu qu'on utilise pour communiquer. Si le contenu est merdique, la communication sera merdique. D'où l'intérêt de valoriser votre partenaire. Et d'ailleurs, petit chiffre clé pour les personnes qui aiment bien les petits chiffres clés, sachez que les couples heureux se font 10 fois plus de compliments que de reproches. 10 fois plus de compliments que de reproches. J'insiste parce que j'ai la sensation qu'on est dans un monde où on a beaucoup plus tendance à dire ce qui va pas qu'à dire ce qui va. Comme si, quand ça va, c'est juste la normalité. Donc, il n'y a même pas besoin de le relever. En fait, si. Quand ça va, c'est pas plus la normalité que quand ça ne va pas. C'est important de dire aussi quand ça va. Et je dirais même que c'est beaucoup plus important de dire quand ça va. Un autre problème que je peux constater, c'est le problème d'interprétation. En fait, on peut interpréter la fuite de son partenaire comme du rejet. En réalité, ça peut aussi être un acte de protection. Moi, personnellement, quand je fuis dans un conflit, c'est qu'à l'instant où je fuis, j'ai besoin de me protéger moi, j'ai besoin de protéger la relation, parce que j'ai pas envie qu'on se dise du mal pour se dire du mal, et j'ai besoin de digérer tout ce qui s'est passé pour pouvoir y revenir de manière plus calme. Je remarque aussi que parfois on interprète mal ce que dit notre partenaire. Par exemple, mon partenaire me dit ce soir je vais manger avec mes copains. Qu'est-ce que je peux entendre? Ça veut dire qu'il n'a pas envie de manger avec moi. Ça n'a rien à voir. Mais ce genre de choses, ça peut partir sur un conflit. Le partenaire dit ce soir je vais manger avec mes potes. Moi j'entends t'as pas envie de manger avec moi. Je soupire et j'y peux me dire de toute façon c'est toujours pareil, on fait jamais rien ensemble. Allez,
deuxième cavalier de l'Apocalypse. Lui, du coup, va contre-attaquer. Moi, je vais recontre-attaquer sur sa phrase, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, je passe une mauvaise soirée. Lui, j'en sais rien, mais ça ne sert à rien du tout. Donc, d'un problème d'interprétation, on a remis sur le plateau les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc vraiment, les problèmes de couple ne sont pas liés qu'à la communication, même si la communication est très importante. Les problèmes de couple peuvent être aussi liés à un problème de consensus, et c'est important dans ce cas-là de se mettre d'accord, de ne pas être toujours d'accord. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais les problèmes de couple peuvent aussi être liés à un problème de contenu utilisé dans leur manière de communiquer. Vraiment, rappelez-vous, je trouve que c'est très imagé, mais communication merdique versus communication florale. On va vraiment favoriser la communication florale. Et un des troisièmes problèmes, ce que je disais, c'est le problème d'interprétation. Toujours vérifier auprès de notre partenaire que c'est vraiment bien ce qu'il voulait dire. Si mon chéri me dit « ce soir j'ai envie de passer la soirée avec mes potes », je peux lui dire « quand tu me dis ça, moi ce que j'entends ou moi ce que je ressens, c'est que tu n'as pas envie de passer du temps avec moi. Est-ce que c'est bien ça ?» Et là, on a désamorcé déjà un petit peu le conflit. Il va me dire « ah bah non ma chérie, c'est pas du tout ça, c'est que ce soir, les potes sont dispo et on s'est dit qu'on pourrait se retrouver. Mais j'ai très envie de passer du temps avec toi après la soirée, demain, après-demain, on n'en sait rien. » Mais je pense que c'est vraiment un super outil de pouvoir exprimer son ressenti. Et quand, moi j'appelle ça mettre les sous-titres de quand tu dis ça, moi j'entends ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient désamorcer très rapidement la situation. Je vous invite vraiment à essayer. J'avais aussi envie de vous partager les sujets de conflit les plus fréquents dans un couple. Les sujets, on va dire, les plus sensibles qui vont vraiment toucher la dynamique relationnelle du couple. L'un des premiers sujets de conflit, c'est les enfants. Les enfants dans leur manière de les éduquer. Ça, je remarque vraiment qu'il y a beaucoup de conflits sur ce sujet-là. On a aussi les sujets qui touchent à l'argent, la manière de gérer son argent, la manière de le dépenser, la manière de le gagner. J'ai investi plus, tu as investi moins, etc. Ça, c'est des choses voilà, qui peuvent déclencher beaucoup de conflits. Les belles familles, le temps passé dans le couple versus le temps passé ailleurs, que ce soit au travail, que ce soit dans les passions, que ce soit avec nos amis. Ça, c'est aussi un sujet que je remarque beaucoup. Il y a des personnes qui veulent passer beaucoup de temps avec leur partenaire. Elles ou ils peuvent avoir un partenaire qui a envie de moins passer de temps et du coup, ça peut créer beaucoup de conflits. On a aussi dans les sujets un peu plus touchy la répartition des tâches ménagères. Je vous invite vraiment à faire des tableaux de qui fait quoi et de remplir ces tableaux en fonction, bien sûr, des préférences de chacun, mais aussi des aptitudes de chacun, sans vouloir faire de sexisme du tout. Mais s'il y a quelqu'un qui préfère faire une certaine tâche, déjà vaut mieux qu'elle la fasse. Et s'il y a quelqu'un qui est plus doué dans une certaine tâche, c'est aussi beaucoup plus efficace que cette personne le fasse. Un autre sujet de conflit que je retrouve souvent malheureusement en consultation, c'est la sexualité. J'ai plus envie, j'ai moins envie. Ça marche pas, j'ai des douleurs, il y a des problèmes d'érection, je me sens pas désirée, etc. Et un autre sujet de conflit qu'on peut malheureusement pas maîtriser, ça va être justement tous les événements externes qui vont bouleverser la vie de couple, comme la perte d'un emploi, les maladies, les deuils. Alors ce qu'on peut maîtriser, ça serait peut-être plutôt l'infidélité et la jalousie. Mais voilà, tous ces événements externes viennent parfois déclencher des conflits ou vivre des situations très inconfortables. Donc forcément, je vois que ces 7 sujets, donc je les répète, les enfants, l'argent, les belles familles, le temps passé dans le couple versus le temps passé ailleurs, la répartition des tâches ménagères, les événements externes et la sexualité, c'est des sujets qui peuvent être très chargés en émotions et engendrer du coup des désaccords qui vont être vraiment majeurs au sein du couple. Je vous invite vraiment à aborder ces sujets, bien sûr avec tact et avec ouverture d'esprit, mais aussi dans un moment où vous vous sentez bien, dans un moment où vous avez du temps pour discuter et dans un moment où vous avez pu vous connecter ensemble avant d'aborder ce sujet. Si ça fait 3 semaines que vous n'êtes pas vus, amenez pas le sujet tout de suite de but en blanc. Prenez le temps de vous retrouver, de vous demander comment ça va, s'il y a des choses qui sont bien passées ces derniers temps, s'il y a des choses qui sont plus difficiles, etc. Et à ce moment-là, vous pouvez en parler.
Avant de terminer cet épisode, j'ai aussi envie de vous partager 5 comportements de couple malheureux que je remarque parfois en consultation. Un peu le comportement de j'ai raison de voir les choses comme ça et toi tu as tort de les voir autrement. En fait, c'est une approche qui insiste sur le fait que moi j'ai raison, toi tu as tort. Mais là, quand je fais ça, je suis pas dans l'empathie avec mon partenaire. Je cherche pas du tout à le comprendre, je cherche juste à imposer mon point de vue et forcément derrière, ça va mener sur des conflits et de la frustration. Donc le j'ai raison de voir les choses comme ça et tu as tort de les voir autrement, on essaye d'éviter. C'est plutôt personnellement, je vois les choses comme ça et toi, comment est-ce que tu les vois? Et pourquoi tu les vois comme ça? C'est possible, vous avez le droit de poser cette question-là. Un autre comportement que je vois qui est plutôt lié à une croyance, c'est le si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais. Pas du tout. Pas du tout parce que l'autre n'est pas dans votre tête. Et l'amour est pas du tout conditionné par la compréhension parfaite de l'autre, ni par la compréhension parfaite de ses sentiments, ni de ses pensées. Et vraiment, quand on est dans cette croyance de si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais, on est dans une attente irréaliste du couple et de l'attitude de l'autre. Donc, le si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais, on l'évite et c'est plutôt aussi si je t'aime vraiment, je suis capable de te parler vraiment. Et si tu m'aimes vraiment, tu es capable de m'écouter. C'est peut-être plutôt ça, la réalité. Une autre attitude que je vois souvent, c'est le tu le fais exprès, t'es toujours de mauvaise foi. Donc là, on accuse l'autre d'être malveillant, on accuse l'autre d'agir presque intentionnellement. Et en fait, ça, c'est juste une interprétation. Comme je vous disais tout à l'heure, partez quand même du principe que la personne qui est avec vous, c'est une personne qui vous aime, qu'elle ne devrait pas vouloir votre malheur, sauf si, et encore une fois, je mets une alerte, sauf si vous êtes avec une personne violente physiquement, verbalement, sexuellement, ou dans une relation très toxique avec un manipulateur ou une manipulatrice ou une personne perverse narcissique. Je le répète, ce n'est pas la majorité des relations et heureusement. Mais vraiment, n'oubliez pas que dans une relation saine, l'autre n'est vraiment pas là pour nous nuire et je dirais même bien au contraire. Cette approche, tu le fais exprès, t'es toujours de mauvaise foi, elle peut se rapprocher aussi de la phrase c'est toi qui as commencé ou c'est toujours de ta faute. En fait, c'est vraiment des comportements où on va blâmer l'autre en refusant complètement sa propre part de responsabilité dans le conflit. Sachez que s'il y a un conflit entre deux personnes, globalement, les deux personnes ont leur part de responsabilité. Alors peut-être qu'une des deux personnes a une part plus grande, mais s'il y en a un qui prend le rôle de victime, l'autre va prendre le rôle de dominant et inversement. Donc les deux sont responsables. Parce que s'il y en a un qui veut prendre le rôle de victime et que l'autre ne veut pas prendre le rôle de dominant, à tout moment, il peut refuser ce rôle et faire autrement. Donc quand vous êtes dans un conflit, je vous invite vraiment à essayer au maximum, dans la mesure du possible, de prendre votre part de responsabilité et que votre partenaire prenne aussi la sienne. Je sais que parfois, pendant le conflit, c'est pas possible. Tout simplement parce que vous êtes vraiment tellement pleinement dans le conflit à ce moment-là, que vous êtes presque dans de l'irrationnel. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'avoir accès à votre cerveau rationnel, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez revenir après, en disant, bah, effectivement, on s'est disputé, on s'est dit des choses qu'on n'aurait pas voulu se dire. Je tiens à m'excuser et je pense que dans ce conflit, ma part de responsabilité, c'est ça, et je m'en excuse. Ça, c'est OK de le faire. Et je sais vraiment pertinemment que quand on est sous le coup de l'émotion et donc quand on est en conflit, on est sous le coup de l'émotion, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément faire pile à l'instant T. Mais vous pouvez le faire après. Un des 5e comportements que je remarque, c'est on ressort les vieux dossiers de notre partenaire en disant mais t'avais déjà fait ça il y a 5 ans, mais tu fais toujours ci, mais tu fais toujours ça. Alors, quand vous êtes dans un conflit qui est un conflit d'aujourd'hui, pourquoi détourner le sujet du conflit d'aujourd'hui en ramenant les vieux dossiers, qui sont parfois traités en plus, sur le tapis? C'est vraiment pas une pratique qui va être constructive, ça va plutôt faire qu'envenimer la situation. Donc si je répète les 5 habitudes que je vous conseille de ne plus avoir, c'est le j'ai raison de voir les choses comme ça et tu as tort de les voir autrement. Si tu m'aimais vraiment, tu me comprendrais. Tu le fais exprès, t'es toujours de mauvaise foi. C'est toi qui as commencé, c'est de ta faute. Et t'avais déjà fait ça il y a 5 ans, la semaine dernière, il y a 3 semaines. Tout ça, et essayez au maximum de les éviter.
Et pour conclure, j'ai vraiment envie de conclure sur l'objectif du conflit. En fait, les désaccords dans une relation sont vraiment essentiels pour que le couple se développe en accord avec les deux partenaires. Parce que le désaccord va vraiment permettre à chaque partenaire de s'exprimer, de clarifier sa position et ensemble de trouver des solutions. Un couple qui évite tout conflit, c'est pas forcément un couple qui va bien. Ça peut être aussi un couple qui manque de communication. Ça peut être un couple aussi où l'un des deux partenaires se suradapte pour éviter le conflit. Et donc, au bout d'un moment, la suradaptation, ça sera plus possible parce que du coup, la personne va accumuler jusqu'au moment où ça va déborder. Donc vraiment, sachez qu'il y a des disputes qui peuvent être saines. Dans ce cas-là, elles permettent d'aborder des sujets importants, elles permettent de se poser des questions, elles permettent de rééquilibrer le couple. Et en réalité, bien gérer les conflits ou bien se disputer, comme j'aime bien le dire, j'aime beaucoup dire aux couples que j'accompagne que je vais leur apprendre à bien se disputer. Et je suis d'ailleurs très contente parce que en séance lundi, j'avais un partenaire du couple que j'ai accompagné qui me disait franchement je trouve que maintenant on arrive à bien se disputer et c'est vraiment plus constructif. Donc j'étais vraiment très contente. Le bien se disputer, c'est possible. Et tout ça, ça aide vraiment à améliorer sa compréhension à la fois de soi et à la fois de l'autre, à respecter aussi les différences de chacun. Et le couple ne peut que mieux s'emporter. Donc voyez le conflit ou voyez les disputes comme une opportunité de croissance, comme une opportunité de développement de votre couple pour vous amener vers une relation amoureuse qui soit solide, qui soit durable. Et c'est pour ça qu'à tout moment, quand vous voyez l'un des quatre cavaliers de l'Apocalypse, la critique ou le reproche, le mépris, la contre-attaque ou la dérobade, je vous invite vraiment à désamorcer le conflit. Et pour ça, justement, ça fera l'objet d'un deuxième épisode sur les sujets des conflits qui sortira le mois prochain, où on verra justement comment résoudre les conflits et je vous donnerai les clés aussi de la réconciliation après un conflit. Je vous remercie de votre écoute et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre avis sur cet épisode, vous pouvez le faire soit à travers la plateforme d'écoute, soit via mon mail sophie@dubonheurembarre.com. Merci beaucoup, belle journée. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurembarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurembarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.